Considéré comme l'arme essentielle et efficace dans la lutte contre la Covid-19, mais bon gré mal gré, le vaccin ne fait toujours pas l'unanimité. Aujourd'hui, au moins 7 vaccins sont reconnus efficaces contre la Covid-19 par l'Organisation mondiale de la santé. Certains parmi eux sont déjà disponibles en RDC, mais malheureusement, comme dans certains pays du monde, plusieurs Congolais hésitent encore de se faire vacciner. Pourtant, il est reconnu que les vaccins sauvent des millions de vies chaque année. Dans ce check-up, nous allons aborder l'essentiel sur la vaccination contre la Covid-19 avec le professeur Steve Aouka Mundeke, auteur et expert en vaccinologie. On se retrouve tout juste après ce reportage. L'impact dévastateur de la pandémie de Covid-19 n'est plus à démontrer. Il se fait sentir dans tous les secteurs, du sanitaire à l'économique, en passant par le social. Pour protéger la population et ainsi espérer reprendre la vie normale, la vaccination s'avère très importante. Une importance que reconnaît le couple présidentiel congolais. Félix Tshisekedi et son épouse ont reçu ce week-end leur première dose de vaccin contre le Covid-19. Cet acte du chef de l'État et de son épouse va certainement booster la campagne de vaccination dans un pays où le scepticisme règne encore dans le chef de certains Congolais. Méfiance sur le vaccin, convictions religieuses, préjugés, manque d'informations claires ou juste la peur de se faire vacciner. Ah oui, je peux dire ceci. Il y a beaucoup de contestations sur ce vaccin-là. Même les fabricants eux-mêmes se contredisent. Ils ne sont même pas sûrs. J'attends. Je vais voir quels effets ça porte. Si c'est bien, je vais prendre. Si ce n'est pas bien, je ne sais pas ce que je peux faire. Mais avant tout, j'aimerais bien voir ceux qui sont malades se faire vacciner et puis guérir. Cela va me motiver pour recevoir le vaccin. Pourquoi voulez-vous que je me fasse vacciner alors que je ne suis même pas malade? Alors que le pays vient de recevoir un autre vaccin contre Covid-19, les médecins rappellent que la vaccination reste le moyen efficace pour prévenir la maladie. On se fait vacciner pour éviter de tomber malade, ce qui est différent des médicaments qu'on prend lorsqu'on est malade. On s'est rendu compte justement que quand on est vacciné, c'est pour éviter de développer des formes sévères ou graves de la maladie. D'où l'action que vous voyez, les images que vous voyez, on vous met sous respirateur parce que vous ne savez plus respirer. Et au fur et à mesure que cela n'est pas corrigé, qu'est-ce qui se passe? Vos organes importants comme le cerveau, le cœur, les reins, commencent à manquer de l'oxygène pour fonctionner et tout s'abîme. Et quand tout s'abîme, vous entrez en coma, vous mourrez. Malgré la résistance et les hésitations, certains croient à l'efficacité du vaccin pour prévenir le Covid-19. Ce vaccin-là va nous aider à nous protéger contre le coronavirus. Moi, je suis prêt à me faire vacciner. D'ailleurs, d'ici quelques jours, moi et ma famille, nous allons nous faire vacciner. Le vaccin est vraiment important pour tout le monde, dans tous les pays. Un autre problème dans cette campagne, c'est que certains primo-vaccinés disparaissent de radar et ne reviennent pas pour la deuxième dose. Au centre de vaccination de l'hôpital de l'amitié sino-congolais de Njili, les vaccinés ont sensibilisé la population. Je suis très content puisqu'on avait dit beaucoup d'histoires, on a raconté beaucoup d'histoires. Et j'encourage les autres à venir se faire vacciner. Ne suivez pas ce que les gens racontent et ça ne sert à rien de mener des campagnes contre la vaccination. Déjà, on n'a pas d'argent pour vivre et quand on tombe malade, c'est encore difficile. Je conseille mes frères à se faire vacciner pour continuer à vivre normalement. En plus de la sensibilisation qui demeure importante pour susciter l'adhésion de la population, le docteur Michel Mouvoudi, expert en santé publique, insiste également sur le respect du calendrier vaccinal. Quand quelqu'un vient prendre la première vaccination, lui dire que attention, c'est pas fini, il faut revenir prendre la deuxième et mettre en place un système de suivi pour assurer que la personne est revenue. Le suivi peut se faire par téléphone, le suivi peut se faire à travers les relais communautaires. Il y a plusieurs mécanismes que le pays a utilisés pour rattraper comme ça les perdus de vue et les faire vacciner. C'est depuis le mois d'avril dernier que le pays a débuté sa campagne de vaccination avec le vaccin AstraZeneca. Une campagne qui se poursuit avec l'arrivée du Moderna. Le pays espère vacciner 60% de sa population pour acquérir l'immunité collective.
Professeur Stevaouka, merci de nous recevoir. Je rappelle à tous nos téléspectateurs que vous êtes professeur et médecin virologue, expert en vaccinologie. Vous êtes également auteur du livre L'essentiel sur la vaccination contre la Covid-19. C'est d'ailleurs ça le sujet de notre entretien de ce jour. Merci à vous de nous recevoir. Merci. Professeur, c'est depuis des années qu'on parle de la vaccination. Depuis la petite enfance, on a tous été vaccinés. Dans les milieux scientifiques, on reconnaît même l'importance de la vaccination pour renforcer l'immunité, que ce soit des enfants. Et on parle aujourd'hui de la vaccination contre la Covid-19, qui est reconnue très efficace pour lutter contre cette pandémie. Mais malheureusement, cette vaccination ou ces vaccins qui arrivent comme une lueur d'espoir ne sont pas acceptés, professeur. Comment vous expliquez cela? Alors d'abord, merci beaucoup d'être venu et de nous donner cette opportunité de pouvoir échanger avec vous, avec votre chaîne et à travers vous les téléspectateurs sur cette importante question de la vaccination contre la Covid. Effectivement, comme vous le dites, cette vaccination, contrairement à ce que nous avons toujours vu ici dans notre pays pour les principales maladies épidémiques auxquelles nous faisons face, cette vaccination contre la Covid a eu quelques petits soucis et pour ma part essentiellement dû au manque d'information, au manque de la bonne information sur ces vaccins et sur la vaccination. C'est ainsi que je pensais qu'il était nécessaire de pouvoir de mettre à disposition un certain nombre d'informations qui peut aider toute personne intéressée par la vaccination. Des questions que l'opinion se pose, que la population en général se pose sur la vaccination, que vous aviez mis dans un ouvrage, L'essentiel sur la vaccination contre la Covid-19. Est-ce que vous ne pensez pas que ce recueil arrive un peu en retard? Le scepticisme s'est déjà installé dans les chefs de la population. Par contre, il pourra lever un certain nombre de ces scepticismes, des raisons pour lesquelles il a été écrit, parce que nous n'attendions pas à ce que la population réagisse de cette manière. Notre population a déjà l'expérience de la vaccination de routine, les campagnes de vaccination. Donc on s'attendait aussi à ce que, avec cette pandémie qui arrive et dont les effets sont notoires, que la population puisse l'accueillir. Ça n'a pas été le cas parce que l'information pour une nouvelle maladie n'a pas été donnée ou a fait face à d'autres informations contradictoires. Et pendant longtemps, et là où je vous rejoins, il a manqué un ensemble d'informations pour pouvoir contrer ces autres informations, fake news, infodémie. Et je pense que ça tombe effectivement à point nommé au moment où nous commençons à ressentir un certain intérêt pour la vaccination. Il est important que les principales questions puissent trouver des réponses. Les principales questions puissent trouver des réponses. Nous avons essayé de lire le livre, professeur. Vous abordez au fait tous ces problèmes. Doit-on se faire vacciner ou ne pas se faire vacciner? Cette question revient tout le temps. La population se pose cette question. Est-ce qu'il est important de se faire vacciner dans un pays en Afrique où il n'y a pas un fort taux de mortalité? Non, nous faisons face à une pandémie. Et une pandémie a comme caractéristique de toucher toute la planète. Et dès lors qu'il y a un risque ailleurs, dès lors que le risque est accru, nous sommes, nous aussi, à risque. Parce que les voyages continuent, les gens se déplacent et avec eux, les virus. Donc si, pour le moment, nous n'avons pas encore de situation épidémiologique comparable aux autres pays, nous devons empêcher, nous devons prévenir qu'on arrive à cette situation. C'est comme ça qu'une des actions, à part le contrôle des frontières, à part les gestes barrières, c'est aussi la vaccination, qui, elle, va coûter moins cher, mais aura un grand impact, parce que si les gens sont immunisés, les virus peuvent entrer, mais ça n'aura pas à causer des flambées comme nous l'avons vu lors des 3 anciennes
précédente vague. Vous évoquez le manque d'informations. Tout à l'heure, vous avez fait mention de cela, ce qui vous a même poussé à mettre en place, à écrire sur toutes les questions, à répondre à toutes ces questions que se pose la population sur la vaccination, ses effets et tout ce qui va avec. Mais parlant de ce manque d'information, j'aimerais le lier à la communication. Professeur, est-ce que vous pensez que la communication, les stratégies qui sont mises en place jusque-là permettent à ce que la population soit suffisamment informée? Vous savez, en matière de grandes crises comme la pandémie, les stratégies sont adaptées au fur et à mesure que nous découvrons des failles ou nous découvrons des nouvelles choses dans la gestion. Et on ne peut pas dire que la communication a été mauvaise, mais la communication doit à chaque fois intégrer lorsque de nouvelles situations en termes de réticence, en termes de résistance s'installent. Parfois, la communication peut être bonne, mais les influences extérieures, vous savez, comme c'est une pandémie, les gens sont ouverts à beaucoup d'autres informations et appliquent ça dans notre contexte. Et c'est ça, ça peut créer. Et c'est le cas avec la vaccination. Quelques semaines avant le lancement, il y a eu des problèmes en Occident, entre autres la crise liée au caillot de sang chez certaines personnes. Et ça a été automatiquement appliqué. Et ça a perturbé tout ce qui a eu comme action ultérieure. Mais actuellement, avec notre commission des communications des risques, avec nos collègues du PEV, nous avons réadapté les stratégies et vous êtes en train de voir que de plus en plus, peut-être que vous ne le voyez pas, mais nous qui sommes dans le domaine, on voit de plus en plus la demande en vaccin est en train d'augmenter parce que nous avons tenu compte du contexte et nous avons adapté nos stratégies. Vous avez adapté les stratégies. Jusque-là, on parle de quelques 85 à 86 000 personnes qui se sont déjà fait vacciner et puis juste environ 30 000 seulement ont reçu leurs 2 doses. Professeur, est-ce que vous pensez que ça évolue? Non, d'ailleurs, les 30 000 doses de deuxième dose ont été, je dirais, rapides parce que comparé à la première... Mais on avance quand même lentement. On avance lentement parce que nous prenons le temps pour... La meilleure stratégie, c'est celle qui amène la communauté elle-même à comprendre. Même si à comprendre et à changer et à adhérer à l'activité. Une fois c'est fait, la vitesse va arriver. Donc, il y a et c'est ça la particularité, lorsqu'on doit communiquer, mais en même temps espérer un changement de comportement, en même temps espérer une adhésion. Donc, il y a 2 phases. Nous avons communiqué, et maintenant, c'est l'étape où les gens doivent, et les gens changent. Avant, on n'avait pas d'expérience. Maintenant, nous savons qu'il y a au moins près de 100 000 de nos compatriotes qui ont reçu des vaccins, qui vont bien. Et les autres vont suivre, parce que nous, on n'a toujours pas le même niveau d'adhésion. Il y a ceux qui attendent que les autres, il y a ceux qui sont convaincus. À la première information, il y a ceux qui demandent plus de preuves, il y a ceux qui demandent plus de choix, comme c'est le cas actuellement, parce que, ayant compris que les gens veulent avoir la liberté d'opérer des choix, et le gouvernement va disponibiliser plus d'un vaccin pour que chaque personne puisse choisir le vaccin de manière personnelle et être vacciné. Au moins 7 vaccins sont très connus et efficaces dans la lutte contre la Covid-19. 2 vaccins sont déjà disponibles en RDC. On espère que le gouvernement va mettre à la disposition de la population plusieurs autres vaccins pour faire le choix. Professeur, quel est le vaccin qui est plus efficace? Aujourd'hui, on a Moderna, on a AstraZeneca. Les gens sont un peu perdus, ils ne savent pas. Est-ce qu'il faut prendre Moderna parce que c'est ce que le président de la République aurait pris? Est-ce qu'il faut prendre AstraZeneca parce que c'est ce que le professeur Aouka aurait pris? Quel est le vaccin qui est efficace? Non, je pense que c'est ça même l'option doit être personnelle sur base des éléments. Et comme je dis, toute personne qui est intéressée par la vaccination doit s'informer. Et ces livres, en partie, visent à donner cette information. Et cette information vise à savoir les vaccins que je vais prendre, quelle est son efficacité, c'est-à-dire sa capacité à protéger. Quelle est sa sûreté, c'est-à-dire le fait qu'il y aura moins d'effets
secondaires. Ce sont les deux éléments qui intéressent la personne qui veut prendre. Maintenant, pour l'organisateur qui est l'État, c'est les autres paramètres. Comment ça coûte combien? Ça se conserve comment? Est-ce que ça demande une grande logistique? Là, ce sont des questions qui sont posées en amont. Voilà. Mais en même temps, est-ce que c'est disponible? Quand nous avions AstraZeneca, c'était le seul vaccin qui était disponible. Maintenant, nous avons un autre vaccin, on a plus de choix. Donc, bref, pour dire que dès lors qu'un vaccin a été validé, ça veut dire qu'il est susceptible de pouvoir protéger avec des effets secondaires moindres. Donc, sinon, en gros, les vaccins sont efficaces. Sinon, il n'aurait pas été permis, il aurait été écarté lors de l'évaluation. Maintenant, les autres étapes, c'est des préférences, c'est la disponibilité, c'est la richesse qu'on a de prendre un tel vaccin par rapport au celui. Donc voilà, en gros. Donc, et finalement, certains disent, et je suis de cet avis, pour une crise majeure comme la nôtre, le meilleur vaccin, c'est celui qu'on a. AstraZeneca et Moderna. Voilà, ce sont les deux vaccins, chacun va choisir. Parce que les deux vont protéger. Professeur Aouka, vous êtes expert en vaccinologie, je le disais au début de cet entretien. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez confirmer que ces vaccins que nous recevons, c'est encore à titre expérimental? Vous voyez, quand on parle expérimental, souvent dans l'imaginaire de Congolais, c'est quelque chose qu'on est en train de tenter pour voir si ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Ou pas. Dans le livre, je l'ai rappelé, il y a plusieurs étapes, essentiellement 4. D'abord, dans la phase d'évaluation, il y a, avant ça, le vaccin est évalué chez l'animal, et puis on évalue dans la phase 1 chez l'être humain, d'abord un petit groupe, et puis un groupe un peu plus grand, et puis un très grand groupe. C'est-à-dire on va d'une dizaine de personnes à une centaine, et puis à des milliers. Donc, voilà pourquoi on parle des essais cliniques. Des essais cliniques. Et après, maintenant, le médicament, le vaccin en l'occurrence, est utilisé à grande échelle. Ce qui se passe, c'est que certains effets secondaires qui étaient souvent rares, qui n'étaient pas révélés lorsqu'on a travaillé sur des milliers, mais lorsqu'on passe à des millions et à des milliards, ces effets très rares peuvent se révéler. Donc c'est ça c'est dans la phase 4. Mais comme ici, lorsqu'on a une crise majeure et qu'on manque des alternatives, on peut utiliser ces molécules qui ont déjà été évaluées dans des phases inférieures pour un usage à large échelle. C'est ce que... mais ça ne veut pas dire qu'on a escamoté. Il y a pas mal de mécanismes où on peut évaluer 2 phases simultanément. On fait la phase 1 et la phase 2. Et ici, l'avantage avec la pandémie, c'est que les sujets, les malades, étant donné que les malades sont là, donc on a la facilité d'expérimenter facilement. Mais c'est justement là le problème. Certaines personnes ne sont pas contre le vaccin, mais sont plutôt contre cet essai qui est en train d'être fait et sont réticents. Mais ça reste contrôlé. Par exemple, la majorité de vaccins, il y en a 7 que vous avez cités, un peu plus d'ailleurs, ont été évalués pendant que c'est utilisé à large échelle. On a continué à évaluer et on a eu des résultats très intéressants. Mais ce qu'on ne doit pas oublier, Madame Patricia, c'est que nous sommes dans une crise majeure. Une crise qui a paralysé toute la Terre entière. Une crise dont les effets dépassent le secteur de santé. Ça atteint l'économie, ça entraîne le chômage, ça accentue la crise alimentaire. Donc, on doit mettre fin à cette crise-là. Et le vaccin, et ce n'est pas la seule fois où on utilise un vaccin expérimental pour gérer une crise sanitaire. D'ailleurs, dans notre pays, nous avons vu, avec la crise Ebola, nous avons expérimenté pas seulement les vaccins, on a expérimenté 2 vaccins et des molécules. Et là, il y a quelques jours, on venait de fêter que
la molécule qu'on avait évaluée est maintenant devenue les traitements officiels d'Ebola. Certaines personnes pensent que c'est un deal de firmes pharmaceutiques, des donateurs, des bailleurs de fonds, parce qu'on n'a pas que Covid qui sévit, on a d'autres maladies tropicales qui sévissent. On a dans les zones comme ici en RDC, on a le paludisme qui tue, aucun vaccin jusque-là, mais on n'a pas compris comment est-ce qu'il y a eu engouement, précipitation, course au vaccin pour dire que nous sommes le premier à avoir trouvé la molécule, le vaccin efficace contre Covid-19. Professeur, ça pousse encore les gens à être sceptiques, à se dire qu'ils ont fait ça pour se faire de l'argent, ils ont fait ça pour nous sacrifier. Autant des théories de complot qui sont utilisées aujourd'hui pour lutter ou pour éviter, pousser la population à éviter de se faire vacciner. Qu'est-ce qui explique cet engouement, cette motivation et cette rapidité même dans la recherche scientifique? La sévérité de la crise, c'est un facteur. Le fait qu'on a disponibilisé le génome complet, qui est la carte mère du virus, très tôt. Je crois que c'est le 11 janvier 2020, c'est-à-dire quelques semaines juste après qu'on ait trouvé. Mais aussi, c'est l'avantage qu'à l'époque actuelle, nous avons des technologies plus faciles pour développer le vaccin. Ces technologies-là, c'était des technologies qui étaient appliquées pour d'autres maladies. Et la crise a seulement permis à ce qu'on puisse dérouter ces technologies-là pour utiliser ça pour la Covid. Donc, ce sont des avantages de la technologie. C'est comme si aujourd'hui, vous pouvez envoyer un message à quelqu'un qui est au Japon, il vous répond, et vous vous dites que c'est le message qui est mauvais parce que ça a été rapide. C'est l'outil qui existe, qui a permis ça. C'est la même chose. Maintenant, si c'était le cas, si on voit qui on a beaucoup vacciné sur la Terre, ce ne sont pas les Africains, jusque-là. Ce sont les Européens, ce sont les Américains. Donc, de ce point de vue non plus. Mais ça, la théorie du complot ne date pas de la Covid. Ça date, toute nouvelle maladie amène son lot de mystères parce que les gens n'ont pas la bonne information. Les gens n'ont pas compris. Et les gens, voilà, se fondent sur les mondes actuels où les bénéfices, les lucres est devenu, voilà, les leitmotifs de beaucoup de gens et extrapolent. Mais de ce que je connais, c'est que l'évaluation des vaccins, c'est une des évaluations les plus rigoureuses dans le monde scientifique. Et pour une firme qui ne respecte pas, c'est tout un investissement qui va être victime. Donc je pense qu'il y a encore à beaucoup communiquer sur comment les vaccins sont développés et comment c'est contrôlé. En l'occurrence, tous les vaccins, il y a des organes comme l'OMS qui régulent et qui suivent. Je reviens encore maintenant pour dire que dans notre propre pays, nous avons vaincu Ebola avec des vaccins expérimentaux. Donc, nous sommes bien placés pour comprendre que c'est aussi, cette manière de comprendre la part de la recherche dans la recherche de solutions pour des problèmes qui se posent. Nous recevons des vaccins qui viennent de l'extérieur, de plusieurs pays, grâce à COVAX et les partenaires. Professeur, est-ce que sur le plan national, des études sont en train d'être menées, mais ne serait-ce que pour les vaccins que nous recevons, comment la population réagit, sur l'immunité même de la population? Est-ce qu'il y a-t-il des recherches, vous en tant qu'expert sur place, ici en RDC, qui sont en train d'être menées? Oui, on a beaucoup de partenaires avec qui nous collaborons sur la recherche vaccinale. Et malheureusement, on n'est pas encore à l'étape où on peut communiquer sur ça parce que c'est en cours. Mais nous avons prévu plusieurs thématiques de recherche, surtout qu'on va recevoir plusieurs vaccins pour savoir les caractéristiques de ces vaccins chez les Congolais. Comment ils réagissent en général? Est-ce que vous avez des échos? Non, on n'a pas, parce que j'ai dit les vaccins datent depuis le mois d'avril. Donc, ce qu'on fait, on fait un suivi des vaccinés pour voir s'ils produisent les anticorps, si ces anticorps-là les protègent, et puis si la durée de cette protection, et c'est comme ça qu'on arrive à comprendre, et en même temps à édicter des recommandations de santé publique pour pouvoir aider
dans la suite. Est-ce qu'on peut savoir combien de temps le vaccin protège Covid-19, le vaccin contre la Covid-19? C'est ce que j'ai dit, il y a pas mal ce sont des questions qui sont posées et qui sont en cours d'investigation. Je ne peux pas vous dire, surtout pas encore chez les Congolais, seulement depuis le mois d'avril qu'ils ont commencé à vacciner. Il nous faut du recul, il faut comprendre et avoir des données fiables. Ce que nous savons par contre, nous savons les niveaux d'anticorps avant la vaccination. Nous, en tant qu'INRB, nous avons quelques études, que ce soit chez les personnes de santé, que ce soit dans la communauté, nous avons fait pour savoir, avant la vaccination, quel est le niveau de protection. Puisque nous avons eu 2 ou 3 vagues avant. Maintenant, nous allons comparer après la vaccination pour savoir si la vaccination a aidé à ce qu'on puisse avoir une immunité collective assez forte et empêcher d'autres flambées. Docteur, on reçoit son vaccin, mais on n'est pas épargné. On peut encore faire Covid-19, vous le disiez tantôt, mais pas faire une forme grave. Est-ce que c'est vraiment important de se faire vacciner? Je reviens tout le temps sur cette question parce que je me dis, je peux faire la maladie tout en étant vacciné, mais pourquoi ne pas seulement respecter les gestes barrières, respecter la distanciation, avoir toujours mon cache-nez ou mon masque, se laver régulièrement les mains? Est-ce que c'est important pour toute la population de recevoir un vaccin? Très, très, très importante question. Effectivement, c'est capital de se faire vacciner parce que la Covid, sur 100 personnes qui sont infectées, 90 personnes ne feront pas la maladie. Ils ne sauront même pas qu'ils ont été en contact avec le virus. Les 10 qui restent, peut-être 5 peuvent faire des formes simples, d'ailleurs qu'ils peuvent confondre à une grippe et tout. Et dans les 5 restants, on peut avoir 1 à 2 personnes qui font la forme grave. Donc, en termes de stratégie vaccinale, on ne doit pas vacciner les gens qui ne feront pas la maladie. Donc, par contre, si on est vacciné, nous visons les 2 personnes qui peuvent faire la forme grave. En termes de prévention. En termes de prévention. Alors, s'ils sont vaccinés, même s'ils font la maladie, ils ne vont pas aller faire la forme grave. Ils vont faire la forme mineure. Ils n'iront pas, peut-être pas à l'hôpital. Ils ne vont pas être en réanimation. Donc, on va protéger notre système de santé. Donc, c'est ça. Et beaucoup de gens ne comprennent pas. Et c'est comme ça qu'on arrive à concevoir un vaccin. Quel est le problème de santé publique que la Covid pose? Ce n'est pas un problème d'infection. C'est un problème de maladie grave qu'il faut prévenir. Et c'est ça le but. Donc, il faut impérativement se faire vacciner pour éviter la forme grave. Particulièrement pour les personnes qui sont, comme on dit, à risque. Ceux qui ne sont pas à risque ont encore le temps de réfléchir. Particulièrement. Ça veut dire que eux, c'est des manières fortement recommandées. Les autres aussi, oui. Parce qu'on peut être à risque, on l'ignore. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très important à souligner. La vaccination, c'est très important pour pouvoir empêcher les formes graves. On parle plus de l'importance de la vaccination, les avantages de se faire vacciner, mais est-ce qu'il y a-t-il de risques de ne pas se faire vacciner? Est-ce qu'il y a-t-il des échecs dans le domaine de la vaccination, même si on a commencé il y a quelques mois? Est-ce qu'il y a-t-il des accidents, des échecs qui ont déjà été enregistrés? Nous sommes en train de suivre les effets, les manifestations adverses post-immunisation. En tout cas, nous sommes dans les normes. Vous savez, on n'a pas à ce jour eu de grandes difficultés en termes d'effets secondaires, effets indésirables majeurs. Tout ce que nous avons géré de manière simple d'ailleurs. Donc, et je pense que ça montre que la vaccination, c'est quelque chose de primordial qui, au fait, n'a que des bénéfices. Et surtout, les premiers bénéfices, c'est de pouvoir prévenir les formes graves et en même temps d'éviter cette catastrophe que nous vivons. Parce que si les gens sont vaccinés, on peut lever toutes les mesures que nous avons levées, que nous avons mis en place en termes de antérieurement, maintenant de couvre-feu, faire répondre l'économie et relancer les activités sociales et ainsi de suite. Donc, la vaccination, de ce point de vue, devient aussi un élément majeur pour la reprise
de la vie nationale. De la vie nationale. Professeur, j'aimerais revenir sur un autre point qui est quand même très important. J'en parlais tout à l'heure. Le vaccin, c'est une façon de nous éliminer. Un de mes frères a reçu un vaccin et puis quelques jours, il est entré en coma, il a fait une crise, il est décédé. Ce sont des nanoparticules qu'on veut injecter dans le corps humain. Est-ce que tous ces éléments-là sont les seuls problèmes qui bloquent l'acceptabilité de la vaccination dans notre pays? Non, je pense que ça, ce ne sont pas des problèmes qui bloquent. Je pense que ça vient seulement accuser un manque de la bonne information. De la bonne information. Si les gens ont la bonne information, ces fake news, ces infodémies n'auront pas d'effet. Ça a des effets quand ça tombe sur un terrain où il n'y a pas d'information et où il y a des informations biaisées, complotistes, qui viennent et renforcent déjà un terrain suspicieux. Donc, et c'est comme ça qu'il est fort, ce n'est pas insister sur ces fake news, mais c'est de donner la bonne information. Que les vaccins sont conçus comme les autres vaccins. Dans le livre, j'ai rappelé comment on développe un vaccin, comment on les valide. J'ai même rappelé tous les vaccins que nous recevons, parce que c'est comme si le vaccin Covid tombe du ciel. Non, ça fait partie d'un programme qui se soutenu par les mêmes partenaires, comme la rougeole, la poule, et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose de tout à fait normal, mais le contexte global, au fait, la confusion ne vient pas de du vaccin, ça vient de la maladie elle-même. Souvenez-vous, la Covid est venue avec tout un tas de mystères, de fake news, et c'est ça qui a fait... Qui ne sont toujours pas éclairés jusque-là. La population continue à se poser beaucoup de questions. Les scientifiques eux-mêmes se posent encore beaucoup de questions, notamment sur les effets secondaires qui ne sont pas encore tous connus. La maladie est nouvelle et on ne peut pas dire qu'on la connaît totalement. Même le VIH qui a bientôt plus de 40 ans, il y a des aspects que nous découvrons chaque jour. Mais ça n'empêche assez que les corps du problème, que non, la maladie existe, qu'elle cause des dégâts, qu'on doit s'en prévenir, soient connus et respectés. Donc c'est ça avec la Covid. Donc on n'a pas à tout connaître, mais plutôt ce qu'il y a à connaître pour nous aider à prévenir et à lutter soit connu et respecté. Professeur, 2 doses de vaccins différents, est-ce incompatible? Alors, ça, ce sont des nouvelles questions, malheureusement, qui sont postérieures à l'écriture de mon livre. Est-ce que si je reçois un vaccin X, est-ce que je peux recevoir un autre vaccin Y après? Sur le plan théorique, non. C'est possible parce que tous visent, et c'est l'action d'un vaccin, à stimuler l'immunité pour que l'immunité puisse produire des anticorps. De manière à ce que lorsque la vraie infection viendra, qu'ils trouvent déjà des anticorps pour les combattre. C'est ça. Donc, maintenant, il faut comme question de recherche, suivre ces gens-là pour voir est-ce que l'immunité va être pérenne. Est-ce que ça sera de quel ordre? Est-ce qu'il n'y aura pas d'effet secondaire sur leur santé? Est-ce que... Mais là, c'est encore une fois de plus des questions que la recherche adresse des manières à compléter les mises en santé publique. Mais il y a quelques pays qui ont cette expérience, il y a quelques pays qui sont sortis, qui approuvent ça. Mais nous, on doit avoir notre propre expérience. Est-ce que lorsque je reçois mon vaccin ici, mon premier vaccin ici à l'INRB comme première dose, est-ce que je peux aller avoir ma deuxième dose dans un autre centre de vaccination? Alors, ça, ce sont des questions logistiques qui peuvent être arrangées parce qu'à la fin, on a une base, surtout après la deuxième dose, on a une base qui est centralisée. Si aujourd'hui vous devez voyager, qu'on vous localise. Une fois de plus, techniquement, c'est bon, c'est faisable, mais nous sommes dans un contexte parfois où c'est conseillé pour les suivis que vous fassiez les mêmes doses partout. J'ai une autre question, c'est par rapport à l'exemplarité. On a
posé ce problème lors du lancement de la campagne de vaccination, que les autorités ne s'étaient pas fait vacciner. On a cité le président de la République, on a cité le patron de la riposte. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que l'exemplarité est suffisante pour que la population puisse adhérer à cette campagne? Non, vous savez, il est important de dissocier l'individu de la communauté. La décision de se vacciner est individuelle. Et cette décision doit se baser sur l'information qu'on a. Et je pense que le plus important, c'est que l'individu puisse avoir la bonne information. Maintenant, si la vaccination d'une autorité peut stimuler les autres, c'est de bonnes guerres. Mais que la décision puisse revenir à l'individu, parce que le bénéfice est d'abord à l'individu. Si la pandémie revient et que vous faites la maladie, c'est la personne qui fait la maladie. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas suivi une autorité. Cependant, les autorités ont l'obligation de stimuler la communauté. De donner l'exemple. De donner l'exemple, surtout lorsque les autorités sont convaincues du bien fondé de la stratégie. L'essentiel sur la vaccination, cet ouvrage que vous avez publié il y a quelques mois ici en RDC, qu'on peut retrouver à l'INRB pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur les questions, qui se posent beaucoup de questions sur la vaccination. Professeur Aouka, est-ce qu'on peut savoir ce que ça apporte, ce matériel didactique ou même pédagogique? Qu'est-ce que ça apporte dans la lutte contre la Covid-19? Bon, c'est au lecteur de dire ce que ça leur apporte. Mais moi, en écrivant les livres, j'ai voulu. Je suis médecin. Je suis impliqué dans la riposte et j'ai vu combien les gens étaient réticents, combien nous-mêmes, je dis nous-mêmes parce que je suis personne de santé, nous-mêmes les gens qui sont censés prêcher par l'exemple ont été réticents. Et mon diagnostic a été celui du manque d'information. Et c'est ainsi que j'ai pu collecter toutes les questions qui étaient posées, toutes les questions qui nous étaient posées et chercher à donner des informations basées sur la science, mais aussi sur notre propre expérience. Comme j'ai dit, nous avons notre propre expérience de la vaccination ici en RDC. Et c'est important de bâtir cette expérience pour pouvoir donner l'information. Donc on ne parle pas des choses en l'air, on parle de notre expérience. L'épidémie d'Ebola a connu les mêmes réticences. Mais comme c'est dans une partie localisée, ça n'a pas été ressenti comme un problème. Donc, c'est ça. Et je pense que pour toute personne qui est intéressée par la vaccination, les quelques indications qui sont données ici peuvent l'aider à bâtir sa conviction sur la vaccination contre la Covid. Vous aviez été impliqué dans plusieurs campagnes de vaccination. Je vois ici que vous avez participé à la campagne contre la poliomyélite, la fièvre jaune, notamment Ebola et aujourd'hui Covid-19. Professeur, que doit-on retenir de la campagne de vaccination, je précise, contre Covid-19 en RDC? Que la vaccination est une des solutions. Elle doit être comprise par chaque citoyen et soutenu. C'est seulement dans ce sens-là que nous pouvons arriver, que nous allons arriver à contrôler la pandémie à côté des autres mesures comme les gestes barrières, comme les lavages de mains et comme la sensibilisation sur la prise en charge de la maladie. Aujourd'hui, le monde est divisé. Il y a de ceux-là qui attendent que ceux qui ont reçu le vaccin meurent, mais il y a aussi de ceux-là qui ont reçu le vaccin qui attendent que ceux qui n'ont pas encore reçu le vaccin puissent mourir. Il y a ces deux camps dans le monde actuellement. Vous, en tant qu'expert en vaccinologie, quel est votre conseil à toute la population? Je reviens sur ça parce que c'est plutôt la circulation des informations biaisées, à tort ou à raison, consciemment ou inconsciemment. Et surtout, le vide qui a été créé par le manque d'informations a été rempli de mauvaises informations. Et ces informations sont devenues, dans un contexte de méfiance, sont devenues des vérités. Et c'est contre ça qu'il faut battre.
Et maintenant, on évolue. Nous avons près de 100 000 de nos compatriotes qui ont reçu les vaccins et qui sont en vie. Il n'y a pas de meilleure preuve. Il y a près de 30 000 qui ont reçu la deuxième dose, donc, qui sont encore en vie. Et ce qu'on voit d'ailleurs dans d'autres pays, c'est que les infections actuelles qu'on a de Covid sont des gens qui n'ont pas été vaccinés. Donc c'est encore un autre élément. Et enfin, on comprend qu'il faut se faire vacciner. Et c'est ça, les discours, c'est ça en écrivant ce livre, c'est qu'il faut se faire vacciner. Et nous avons cette chance, nous avons maintenant un choix nous aurons un choix entre plusieurs vaccins. Dans le livre, j'ai énuméré tous les vaccins en donnant leur nom commercial, leur nom scientifique, comment ils se conservent, leur type, parce que là aussi il y a plusieurs types, leur type, et comment les pays dans lesquels c'est utilisé. Donc c'est encore des éléments. Et enfin, la personne qui lit, qui cherche l'information, bâtit sa propre conviction. Là, même si on vous dit que non, vous allez vous transformer en cheval si vous prenez tel vaccin, vous n'allez pas croire parce que vous avez des éléments importants. Et c'est la meilleure manière de pouvoir lutter contre les infodémies. Donc j'appelle la population à pouvoir se procurer ce livre essentiel sur la vaccination contre la Covid-19 pour pouvoir répondre à toutes les autres questions que nous n'avons pas pu aborder au cours de cet entretien. Professeur Steve Aouka, merci de nous avoir reçus, merci d'avoir répondu à nos questions sur la vaccination. Nous espérons qu'il y en aura d'autres et qu'il y aura un autre recueil pour pouvoir répondre à toutes ces questions. Merci beaucoup, Madame Patricia. Merci à la chaîne B1 et merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci encore une fois. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous retrouve très prochainement sur B1 Télévision. Respectez les gestes barrières et surtout vaccinez-vous.